la gestion de la crise, les entreprises ont dû faire face à des enjeux qui sont potentiellement contradictoires. Pourquoi? Parce qu'il a fallu, pour les entreprises, déployer le plus rapidement possible des ressources, des outils, des moyens, afin de permettre le télétravail de leur personnel, un télétravail massif pour préserver l'activité, essayer de maintenir cette activité et donc préserver l'avenir de l'entreprise. On a vu que c'est une période qui a été compliquée parce qu'il a fallu réagir vite, qu'il a fallu déployer des moyens de manière très rapide dans une situation qui n'était pas forcément, et il faut bien l'admettre, anticipée dans cette dimension-là. Et en même temps, il a fallu maintenir des règles de sécurité qui préservent l'avenir de l'entreprise. Et donc, on a à la fois des besoins opérationnels de déploiement de nouveaux outils, de nouveaux moyens. Et on l'a vu aussi dans le cas des entreprises, de partage des bandes passantes avec des équipes bleues, des équipes rouges, ce qui peut paraître logique lorsqu'on parle de personnels qui physiquement sont sur un site, qui paraît un peu moins évident lorsqu'on parle de télétravail. Et néanmoins, ça a été mis en place dans les entreprises de façon à pouvoir optimiser l'utilisation des bandes passantes et des ressources pour maximiser le retour à l'activité. Et néanmoins, on a vu des règles de sécurité qui ont dû être adaptées et rappelées de façon à pouvoir maintenir des exigences nécessaires pour les entreprises. Alors, quel est l'impact aujourd'hui? Selon l'ensemble de sources, on peut estimer que 40 à 50% des personnels sont en télétravail. On a pu mesurer, sur l'ensemble de sources factuelles, une augmentation significative du trafic des données mobiles, plus de 50% d'augmentation, et plus de 30% d'augmentation sur les lignes fixes. Ça, ce sont des éléments qui sont absolument factuels. La question, effectivement, et l'enjeu, c'est que ce trafic est un trafic mixte. Il est évidemment à usage professionnel, de façon à permettre ce télétravail, mais il est aussi souvent utilisé pour des usages personnels. Et en fait, l'enjeu de ce risque cyber-là, c'est bien cette dualité personnelle et professionnelle. Alors, c'est un vrai test de résilience pour les entreprises, les responsables de sécurité et de systèmes d'information. Pourquoi? Parce que c'est une vraie opportunité pour les hackers. On voit aujourd'hui plus de 30% d'augmentation sur des attaques en déni de service. On voit une explosion des campagnes de phishing en février avec une augmentation x6 par rapport à une moyenne actuelle. On a vu, et Jérôme Notin, qui est le directeur de l'agence cybermalveillance.gouv.fr, mentionner en février une augmentation de 80% des demandes d'assistance suite à des attaques cyber venant de petites et moyennes entreprises. Néanmoins, à ce jour, nous ne voyons pas de brèche majeure ou de pertes sérieuses qui soient déclarées. Yann, peut-être quelques mots, vu de l'ANSSI, comment est-ce que la situation est perçue de votre côté? Oui, absolument, Philippe, si je peux rebondir. Alors nous, de notre côté, en termes d'observatoire, nous n'avons rien observé. En tout cas, nous n'avons pas observé d'événements d'importance cyber en lien avec la crise. C'est-à-dire que pour nous, la crise est avant tout une crise sanitaire et non pas une crise cyber. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Par contre, et c'est là où effectivement tu as raison Philippe, on observe une augmentation forte des actes de cybercriminalité, notamment à des fins de fraude, d'arnaque, de vol d'informations, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient bancaires ou qu'elles soient professionnelles. Et évidemment, les cibles, eh bien, ce sont les entreprises qui n'ont pas été préparées finalement à cette situation un peu exceptionnelle de confinement et de continuité d'activité, de travail, télétravail, travail en mobilité.
avec des moyens d'usage qu'on reverra tout à l'heure, mais surtout pour lesquels elles n'ont pas eu le temps finalement de pouvoir maîtriser les risques associés à cette situation quelque peu complexe et inédite pour elles. Oui. Et pourtant, tous les risques sont présents. Et on revient aux fondamentaux des risques cyber qui sont liés à des attaques venant à la fois d'attaques malveillantes ou accidentelles sur le système d'information et qui affectent à la fois la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des données, avec des conséquences qui sont soit des piratages des comptes professionnels, de la perte d'exploitation, et le thème de la perte d'exploitation sans dommage est un thème qui est aujourd'hui clairement d'actualité. La perte d'exploitation sans dommage, elle fait partie des couvertures d'assurance cyber, puisqu'effectivement, elle tend à couvrir ces événements, mais qui sont liés à un événement cyber. On a également une atteinte à l'activité et à l'image, mais également les fraudes. Tous ces risques-là sont effectivement présents et sont partie prenante de cette atmosphère de crise liée au Covid. Mais néanmoins, du point de vue des assureurs, aujourd'hui, Jean, comment est perçue la situation ? Effectivement, du point de vue de l'assurance, on voit tous ces risques qui se matérialisent, mais ça ne se matérialise pas encore, ou pas encore, en sinistre. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'augmentation de la sinistralité due effectivement à Covid. On a une augmentation de la sinistralité depuis quelques années qui est importante, qui est due à la digitalisation des entreprises, à l'augmentation de la surface, mais pas spécifiquement, il n'y a pas de pic spécifique pour Covid. Alors, comment est-ce qu'on explique qu'il y ait cette différence entre le nombre de déclarations de sinistres en police de cyberassurance qui n'augmente pas et la menace qui, elle, a augmenté? Philippe mentionnait il y a quelques instants qu'une grosse majorité de l'augmentation des malveillances informatiques, c'est du phishing. Et le phishing, l'objectif du phishing, c'est de récupérer des données, notamment bancaires, pour pouvoir accéder aux comptes bancaires et faire des détournements de fonds. Donc, on est plutôt sur des conséquences financières qui seront de l'ordre du détournement de fonds et donc couverts par une police complémentaire à la police de cyberassurance, qui est la police fraude. Et là, sur le portefeuille de Marche, on a pu voir effectivement une augmentation du nombre de déclarations de sinistres fraude ces derniers jours. Et il y a fort à parier que ce soit en lien avec le Covid. La deuxième explication qu'on peut donner, c'est par rapport aux grands groupes. Ces malveillances informatiques sont des malveillances de fréquence. Il n'y a pas beaucoup de sévérité et c'est traité en interne par les équipes de la sécurité informatique. C'est traité sous franchise et ce n'est pas des gros impacts pour les entreprises qui sont d'ailleurs souvent très médiatiques. Les principales victimes de ces attaques malveillantes aujourd'hui, on le voit, ce sont plutôt les PME, les ETI. Et celles-ci sont plutôt assez peu équipées en cyberassurance, ce qui explique aussi le faible nombre de déclarations, selon nous, sur les polices cyber. Et puis, elles gèrent d'autres priorités. Elles ont des problématiques de trésorerie, des problématiques pour servir leurs clients. Et donc, du coup, on pense que certaines déclareront plus tard. On a vu certains clients, certaines PME déclarer après plusieurs mois un sinistre cyber. Donc, elles s'occupent du plus urgent, c'est de maintenir l'entreprise en vie. Après, par rapport à ces PME, on s'attend à des déclarations un peu plus tard. Et par rapport aux grands groupes aussi, on voit que des failles ont été révélées, des failles sont créées par la mise en place du télétravail et les hackers, je dirais, travaillent dessus, travaillent à préparer les virus de demain. Et donc, on s'attend également sur les grandes entreprises, sur toutes les entreprises, à avoir des vagues d'attaques dans les prochains mois qui vont utiliser les failles qui ont été créées dans le cadre de la mise en place du télétravail. Alors, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Jean, est-ce qu'on pourrait avoir effectivement une sorte d'état de la menace aujourd'hui et comment est-ce qu'elle se manifeste, Yann ? Oui, absolument. Alors, en termes d'état de la menace, nous, ce qu'on observe, ce qu'on voit au quotidien au sein de l'agence, c'est que les attaquants, ces cybercriminels, sont très au fait de la situation et profitent évidemment de la situation, du contexte sanitaire et social qui est assez anxiogène, aussi bien pour l'ensemble des citoyens
qui veut absolument pouvoir se rassurer en cherchant des informations sur des sites légitimes, voire même parfois des sites criminels, cybercriminels, sans forcément le savoir, hein, mais également au travers des entreprises qui cherchent, elles, finalement, à faire face à cette situation et à faire face à leurs obligations de continuité d'activité, mais également de protection de leurs salariés, avec et en fait, ce contexte engendre une sollicitation accentuée finalement des ressources Internet, des sites Internet liés aux équipements de protection, masques et puis gel hydroalcoolique, mais également les produits pharmaceutiques, hein. Et donc, on voit que ces cybercriminels profitent finalement de ce contexte et de cette obligation pour, eh bien, pour réaliser finalement leurs méfaits et puis atteindre leur objectif. Alors, un chiffre qui est apparu dans un rapport de Thales récemment sur le Covid-19, où ils font mention qu'entre le début de l'année et début mars, on est passé de 0 à quasiment plus de 800 sites sur le sujet Covid-19. Et donc, ils estiment que sur ces 800 sites, il y en a à peu près 500, en tout cas 50%, qui sont estimés malveillants. Donc, ça prouve bien quand même que les attaquants, les cybercriminels, sont agiles, ils s'adaptent à la menace, ils s'adaptent à la situation, ils exploitent cette situation d'anxiogène et puis de confinement. Voilà. Donc, ils sont très agiles, comme je l'ai dit, ils sont très inventifs. Les modes opératoires que l'on observe principalement sont connus et assez classiques, hein. On est sur des modes opératoires de type phishing, donc courrier électronique non sollicité, embarquant ce qu'on appelle, nous, une charge malveillante, donc un fichier malveillant ou un lien de redirection vers un site malveillant. Mais ils sont aussi très inventifs, c'est-à-dire qu'ils vont profiter de cette augmentation de l'usage numérique des terminaux, que ce soit aussi bien du poste nomade, laptop ou du téléphone portable ou de la tablette, pour pouvoir axer finalement leur développement de charges malveillantes sur ces terminaux. Et c'est comme ça qu'on va retrouver un pléthore finalement d'applications mobile, Android, mais certainement aussi iOS. Je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais c'est en général ce qu'on constate, pour justement s'introduire sur ces terminaux mobiles et puis ensuite réaliser leurs méfaits en récupérant de la données personnelles, données bancaires, voire ensuite en réussissant à s'introduisant sur des systèmes professionnels et en utilisant les réseaux, les échanges d'informations entre ces terminaux mobiles et le système d'information des entreprises, également au travers du BIOD, dont on parlera tout à l'heure, qui est finalement un usage pro-perso des équipements numériques, avec une frontière qui parfois est quasi inexistante. Et donc, les attaquants vont profiter en fait de ce contexte de peur et ce contexte nouveau numérique pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Alors, concernant la surface d'exposition, comment est-ce qu'elle se déploie et comment est-ce qu'on peut l'estimer aujourd'hui? Alors, concernant la surface d'exposition, déjà, tout d'abord, on est quand même dans une situation assez inédite d'un point de vue professionnel, avec un confinement de chacun et des employés qui va s'inscrire dans la durée. Et donc, en fait, l'enjeu pour l'entreprise, finalement, quelque part, c'est de se conformer à cette obligation de confinement, de pouvoir continuer l'activité de l'entreprise tout en s'adaptant de manière urgente pour faire face à la situation. La problématique, c'est que cette situation inédite, dans l'urgence, souvent se fait sans préparation préalable, avec la plupart du temps les moyens existants. Ce qui peut poser des problèmes, notamment sur la partie administration, on va dire, du parc informatique. Et notamment,
les règles d'hygiène de base, la mise en application des règles d'hygiène de base, ne serait-ce que la mise à jour la mise à jour ou l'installation de patchs de correction de vulnérabilité sur ces équipements mobiles de manière homogène. Voilà. Tout comme la mise à jour également des antivirus sur ces équipements-là de manière homogène. Ça, c'est le premier point. Ensuite, évidemment, c'est l'augmentation des usages numériques de mobilité. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'usage pro-perso des équipements, des lignes Internet également, les échanges d'informations qui peuvent être sensibles pour l'entreprise au travers de réseaux non fiables comme Internet et sans protection particulière de chiffrement. On peut avoir également la visio. Alors évidemment, là, on est en visio, on partage de l'information. La problématique Zoom, on est confronté directement. Donc, le partage collaboratif sur des équipements au travers de plateformes qui ne sont peut-être pas suffisamment sécurisées. Et puis, le BIOD, Alors oui, le BIOD. Qu'est-ce que c'est que le BIOD? Alors, le BIOD, Bring Your Own Device en anglais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une politique des DSI depuis quelques années maintenant qui consiste à faciliter un petit peu la vie des usagers en autorisant finalement un usage professionnel d'équipements personnels ou vice-versa. Voilà. Et alors le BIOD, c'est intéressant pour l'entreprise, mais ça nécessite quand même un certain cadre de fonctionnement sur lesquels il faut se pencher réellement et étudier les risques pour l'entreprise, parce que derrière, c'est un peu aussi la porte ouverte à ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire des équipements numériques tels que des imprimantes, tels que des tablettes, tels que des serveurs internes à la maison, un petit Synology ou des choses comme ça, de stockage de fichiers, qui finalement sont interconnectés avec l'équipement qui, lui, est en lien avec l'entreprise, mais pour lequel la DSI de l'entreprise ou la direction sécurité n'a aucune déclaration d'existence. Voilà. Donc, effectivement, ça pose ces problématiques dans le sens où ça peut être un vecteur d'infiltration et d'attaque pour les attaquants, bien sûr. Voilà. Et puis, des employés et des collaborateurs qui ne sont pas préparés à la situation, c'est-à-dire que des employés et des collaborateurs notamment qui n'ont pas reçu de préparation à l'usage de leurs équipements de mobilité à distance, qui n'ont pas conscience des risques que cela peut engendrer en fonction des usages. Oui, prêter son équipement à son enfant en dehors des heures de travail parce qu'il veut regarder un jeu, quelque chose comme ça, ou chatter avec ses copains, ça peut être effectivement une source, un vecteur d'attaque pour les cybercriminels. Et donc ça, il faut sensibiliser les employés. Il faut leur expliquer les enjeux également pour l'employeur que peut engendrer des situations comme ça et surtout les risques que ça peut engendrer aussi sur l'entreprise et ses activités. Voilà. Et puis, l'augmentation des domaines Internet, j'en ai parlé précédemment. Alors, face à cette situation-là, quid de l'assurance? Un certain nombre d'entreprises ont souscrit un contrat d'assurance cyber avant la crise. Est-ce que les garanties qu'elles avaient souscrites à l'époque, elles sont actives aujourd'hui? Est-ce que les entreprises sont couvertes, Jean? Merci. Effectivement, il y a trois grandes typologies, je dirais, familles de questions que l'on reçoit et je voulais partager avec vous les éléments de réponse et les éléments de réflexion que l'on a par rapport à ces trois sujets. Le premier, c'est est-ce que les garanties que j'ai marchent et sont acquises? Et là, effectivement, c'est une réponse relativement simple. A priori, oui. A priori, oui, et les assureurs nous le confirment tous les jours. Il n'y a pas de problématiques à couvrir un événement cyber en ce moment. On a des sinistres en ce moment, pas forcément liés au Covid, mais on a des sinistres et ils sont couverts et les assureurs sont là pour indemniser. La deuxième question, c'est quid du changement de risque? Est-ce que le Covid, est-ce que le télétravail massif a créé un changement de risque? On voit, de par la discussion qu'on vient d'avoir avec Yann, avec Philippe, que d'un point de vue technique, a priori, ça a l'air d'être le cas.
on a beaucoup plus de personnes en télétravail. Et donc, du coup, voilà, ça modifie les organisations, ça modifie voilà, les besoins des utilisateurs et des entreprises. Si on fait une analyse plus légale, là, on est plutôt plus rassurant pour les assurés, car l'article L113.4 du Code des assurances, qui traite de ce sujet-là, il relie le changement de risque au processus de souscription et aux informations qui ont été présentées lors de ce processus de souscription. Et donc, c'est une analyse au cas par cas pour répondre à cette question qui doit être faite avec le courtier, avec le client et avec l'assureur in fine, par rapport aux informations qui ont été posées par l'assureur, par rapport aux réponses qui ont été données, par rapport aux risques, par rapport aux modifications de l'organisation. Est-ce qu'on est dans un cas de changement de risque. Et pour continuer à aller dans ce sens, effectivement, rassurant sur le fait qu'il n'y a pas de changement de risque, il y a 3 faits que l'on peut rappeler. Le premier, c'est que le télétravail existait déjà avant. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé pour le Covid. Ça fait plusieurs années. Je suis dans une entreprise qui, depuis 3-4 ans, est très, très, très pushy sur ce sujet-là de mise en place de télétravail. Pour les gens qui se déplacent beaucoup, il y a beaucoup de télétravail. Donc voilà, c'est des solutions qui existaient, bien sûr, qui ont été élargies à plus de personnes, mais qui existaient déjà et qui avaient déjà été, notamment dans les très grandes entreprises, mis en place et comme le disait Yann tout à l'heure, cadrées avec des règles de protection, avec un encadrement dans le cadre de la politique de sécurité informatique. Le cyber est un risque mouvant et le cyber, la surface d'attaque augmente, la digitalisation des entreprises augmente. Et donc, on peut se demander si ce n'était pas aussi un peu inéluctable qu'on ait de plus en plus de personnes en télétravail. Ça suit le mouvement des entreprises, ça suit la tendance mondiale de digitalisation de plus en plus poussée des chaînes de production, des organisations de travail, etc. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans cette mouvance. Et aujourd'hui, on n'a pas eu en France d'assureurs, et on parle avec eux au quotidien, on n'a pas eu d'assureurs qui ont soulevé ce sujet-là dans le cadre de police qui était en cours. Donc, on n'a pas cette situation-là. On l'a eu, pour être tout à fait transparent, une fois en Europe, en Belgique plus précisément, et ça a été réglé. Effectivement, c'était un cas un peu spécifique. Mais voilà, les assureurs aujourd'hui sont au courant, bien sûr, de cette situation. Ils vivent aussi la même situation et voilà, ne sont pas revenus vers les assurés pour leur faire part d'une problématique de ce type. La troisième grande typologie de questions, qui est sur le slide suivant, c'est sur le BIOD, justement. On en parlait tout à l'heure. Et quel est l'impact? Est-ce que mes garanties sont toujours acquises si j'utilise le BIOD? Alors, je pense qu'il faut séparer 2 scénarios. Le premier scénario, qui, à mon sens, est le plus préoccupant en termes d'analyse de risque, qui est l'attaque du système d'information de l'entreprise via le BIOD. Donc, je vais utiliser le BIOD comme un rebond pour entrer dans le système d'information de l'entreprise et perturber la chaîne de production, par exemple, que la chaîne de production s'arrête. Là, la réponse est assez positive. C'est généralement couvert par les polices d'assurance du marché parce que le système d'information de l'entreprise est touché. Et à partir du moment où le système d'information de l'entreprise est touché, les garanties sont déclenchées, quel que soit le vecteur d'attaque, que ce soit via le BIOD, que ce soit via un mail ou n'importe quoi. Le deuxième scénario, c'est si le seul BIOD, si le seul ordinateur personnel, par exemple, de l'employé est touché. Et là, on arrive sur les notions dont Yann parlait tout à l'heure, de dire effectivement la frontière entre le pro et le perso devient un petit peu floue. Et si on se fait voler une base de données de clients qui est sur l'espace perso de notre ordinateur personnel, est-ce que les garanties vont bien fonctionner? Et là, du coup, il y a une discussion à avoir sur le profil de risque, sur l'utilisation du BIOD pour pouvoir être sûr que c'est correctement couvert par les contrats d'assurance. Sur les scénarios principaux, qui est la fuite de données personnelles, c'est vrai qu'on est plutôt rassurant parce que là, il y a la responsabilité de l'entreprise dans le cadre de RGPD qui est déclenchée et qui va déclencher aussi les contrats d'assurance. Très bien. Alors, une fois qu'on a fait le constat de la crise telle qu'elle est aujourd'hui, je crois qu'il était important qu'on parle d'un vrai challenge qui est celui de la sortie de crise. La sortie de crise, c'est un vrai challenge. Pourquoi? Pour 2 types de raisons. La première, c'est une raison qui est bien connue des responsables de sécurité informatique. C'est le complexe du lundi matin avec la réintégration des outils sur le réseau des entreprises. Là, on va avoir une situation assez inédite
avec une réintégration massive de tous les outils qui ont été utilisés dans le cadre du télétravail et qui ont potentiellement été infectés sur le réseau de l'entreprise. Et cette opération-là, en tant que telle, est un vrai défi et doit être planifiée et préparée en amont. Le deuxième challenge qu'il faut qu'on ait à l'esprit, c'est que cette crise, qui est évidemment une crise sanitaire, est également une crise économique. L'ensemble des entreprises aujourd'hui fait front par rapport à cette situation-là, avec des enjeux économiques forts qui vont entraîner pour l'ensemble des entreprises des questions de budget sous tension pour l'ensemble des budgets et également donc du budget lié à la sécurité informatique. Et la question, c'est comment maintenir les niveaux de sécurité nécessaires alors que l'on a des budgets qui sont sous tension et que l'on a un périmètre d'outils qui sont potentiellement affectés, infectés, ou en tout cas où la sécurité doit être rétablie. Ce sont les deux vrais challenges de cette sortie de crise sur lesquels nous devons tous travailler. Alors, cette sortie de crise, elle va avoir aussi un impact du point de vue assurance cyber. Comment est-ce que ça va se passer du point de vue des assureurs, Jean ? Alors, le marché de l'assurance cyber, il a été créé une dizaine d'années et depuis cette création en France et en Europe, on a vu effectivement les taux de primes baisser année après année, légèrement, mais sûrement, je dirais. Et cette tendance s'est arrêtée au 4e trimestre 2019, avec des planchers historiques en termes de taux de primes. On a vu au premier trimestre, donc avant Covid, on a vu des renouvellements avec des taux de primes qui repartaient à la hausse, entre 0 et 10%, grosso modo, sur les grands comptes. Et sur les PME, on était encore relativement stable. Donc, comme je vous le disais auparavant, qu'il n'y avait pas eu d'impact sur les sinistres, on n'a pas d'impact pour l'instant de Covid sur le taux de prime. Donc, on poursuit cette tendance au deuxième trimestre avec effectivement des renouvellements avec une légère augmentation de primes de 0 à 10%. On est très attentif et si effectivement la fréquence ou la sévérité venait à augmenter, je pense qu'on peut attendre une amplification des demandes de hausse de primes de la part des assureurs. Mais encore une fois, si cette sinistralité augmente. Donc, on est vraiment conditionné à ce facteur de sinistralité. Ça, c'est sur la partie prime. Sur la partie question de renouvellement, là, le Covid a déjà eu des impacts. Donc déjà, la lame de fond qui impacte les informations de renouvellement depuis plusieurs années, c'est le fait d'avoir de plus en plus de questions des assureurs sur le risque lui-même, sur la prise en compte des scénarios de risque, l'analyse de risque par les entreprises et la préparation de plans pour y faire face, alors qu'on était plutôt, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, sur des questions très sécurité informatique. Quelle est la marque de votre antivirus ? Ce n'était pas aussi basique que ça, mais ça en rapprochait. Donc, on voit une montée en maturité. Et donc, par rapport à ça, les événements importants sur la planète cyber, je dirais, viennent ajouter des questions supplémentaires et complémentaires. On avait déjà des questions sur les ransomware, sur les rançongiciels, donc ces logiciels malveillants qui viennent crypter les données et demander une rançon pour pouvoir décrypter ces données. Donc, on avait des questions autour des backups, autour du plan de continuité d'activité, de la gestion de crise, comment les entreprises préparent cette gestion de crise. Et maintenant, on a, depuis quelques semaines, des questions spécifiques sur le télétravail, sur les risques liés au télétravail. Et notamment, Yann en parlait, sur la sensibilisation des employés. Je pense que c'est très important. Et sur ce nouveau mode de travail, les risques qui en sont induits et comment se prémunir de ces risques. Il y a aussi des questions peut-être un peu plus techniques sur l'accès à distance, le cryptage des données et toute cette organisation du télétravail pour pouvoir accéder au système d'information d'entreprise dans des conditions les plus sécurisées possibles. On a parlé du BIOD et voilà aussi comment le BIOD est pris en compte par l'entreprise et cadré par l'entreprise pour y mettre aussi des solutions de sécurité. C'est vraiment ce qu'on voit sur la partie question de renouvellement.
Dernier point, dernier sujet sur le Covid, c'est les exclusions Covid. On a quelques questions de clients là-dessus. Et aujourd'hui, les nouvelles sont très rassurantes. Il n'y a pas d'exclusion Covid. Donc, les assureurs envoient un message positif sur leur souhait de continuer à couvrir dans le futur les sinistres cyber, qu'ils aient un lien ou pas avec le Covid. D'ailleurs, l'objectif même de prouver que ça vient du Covid est impossible, c'est pas pertinent. Donc c'est pour ça qu'on a été très, très sévère chez Marsh en recalant 2 tentatives en Europe, aucune en France, mais 2 en Europe, une en Belgique et une en Europe de l'Est. Et voilà. Et donc les assureurs aujourd'hui ne vont pas du tout dans cette direction, bien au contraire. Alors, donc pour reprendre l'exemple que tu mentionnais, Jean, si effectivement la période que nous vivons actuellement crée des vulnérabilités qui permettent à des attaquants de déployer une attaque dans le futur lors du prochaine période de couverture, tu ne prévois pas d'exclusion des assureurs face à ce type de sinistre. Tout à fait. D'accord. Je voulais juste rajouter un point sur le slide 2.3, là, celui d'avant, s'il te plaît, Philippe. Dans le sens où nous, au niveau agence, on va également complètement dans ce sens-là. Hein. C'est-à-dire que ce qui est important maintenant, c'est d'avoir une approche par les risques au niveau des systèmes d'information et d'intégrer les nouveaux contextes dans cette approche par les risques-là, de manière à essayer de générer une agilité, tout comme finalement les cybercriminels. Alors, évidemment, en entreprise, c'est extrêmement compliqué d'avoir une agilité aussi forte et aussi développée. Mais cette phase d'approche par les risques en y associant une amélioration continue au travers d'éléments de veille et de contexte, que ce soit un contexte économique, que ce soit un contexte social, mais que ce soit aussi une évolution technologique hein, ou l'accaparation de nouveaux usages comme la mobilité, ce sont des choses qui sont absolument vitales à intégrer dans une démarche d'approche par les risques au niveau de l'entreprise et au niveau de la valeur et des activités de l'entreprise. Parce que sans cette démarche-là, finalement, l'entreprise ne sera pas à même de pouvoir, on ne va pas dire anticiper, on n'a pas de boule de cristal hein, au niveau gestion des risques, mais en tout cas se prémunir un minimum par rapport aux nouveaux risques et aux nouveaux modes opératoires et aux nouvelles menaces qui peuvent arriver. Voilà. Alors, effectivement, et je vais rebondir sur ce point-là, Yann, c'est que l'approche par les risques et le rôle des risk managers dans cette phase-là, elle est essentielle. Pourquoi ? Parce qu'on doit à la fois, si je dois résumer en 3 points, promouvoir la prise de conscience auprès des personnels pour les sensibiliser sur les mesures de sécurité, sur les risques actuels qui sont réels, qu'on n'a pas encore vu matérialiser, mais qui sont réels. Ensuite, la planification des scénarios de risque pour la sortie de crise. Et ça, c'est maintenant qu'il faut véritablement travailler ensemble, risk manager, responsable de sécurité informatique et business, pour planifier ces scénarios de risque-là. Et enfin, anticiper parce que cette crise-là, elle va probablement avoir un impact à long terme. À long terme, notamment, on l'a vu sur les questions de perception de risque, et on l'a vu avec les assureurs, c'est une bonne illustration, mais aussi sur les nouvelles habitudes de travail. La période actuelle, elle a permis de prendre conscience aussi des capacités de télétravail. Elle va aussi probablement entraîner une augmentation de cette habitude de travail-là. Dans le cas des entreprises, j'ai vu dans le cas de mon entreprise un certain nombre de personnes prendre conscience que cette manière de fonctionner avait du sens, pouvait être utilisée et pouvait aussi, par exemple, réduire des choix en termes de déplacement professionnel et de privilégier un certain nombre d'outils informatiques de travail à distance. On a effectivement, dans le cadre de cette crise-là, un certain nombre d'impacts qui vont être des impacts long terme qu'il faut anticiper et qui vont probablement changer la nature du risque. Un point que je souhaite malgré tout bien insister, c'est que vous avez à votre disposition un guide
un guide qui est téléchargeable sur le site de l'AMRAE, sur le site de l'ANSSI, il est gratuit. Ce guide-là, il présente le meilleur du risque stratégique et le meilleur de la sécurité numérique, dans un cadre qui soit compréhensible par tous. Aujourd'hui, on est dans une période de crise, donc la gestion de l'humain, la gestion du bâtir ce socle de sécurité qui va permettre la résilience de l'entreprise face à des attaques fait partie clairement de ces étapes-là. Prenez le temps de consulter ce guide, il est assez court, il est assez précis. Et avec ceci, vous aurez les outils qui vont vous permettre de mettre en place cette politique de gestion de risque. Voilà, je pense que ce qu'on voulait vous dire ensemble. Je crois qu'on peut prendre quelques questions. Si questions vous avez, vous pouvez nous les transmettre par écrit et j'essaierai de répondre à ces questions-là. Alors, j'ai une question pour l'ANSSI. L'accroissement des menaces attaques Covid est-elle un phénomène mondial? Est-ce qu'on peut identifier les provenances? Est-ce que c'est des concertations entre les différents pays pour se protéger? Alors, je n'ai pas toutes les réponses à l'ensemble de ces questions, mais légitimement, on peut effectivement en déduire que c'est un phénomène mondial, hein, tout comme la propagation du virus. Et la cybercriminalité, elle n'est pas que franco-française ou uniquement européenne. J'imagine qu'on la retrouve un peu partout sur l'ensemble du globe. Donc oui, légitimement, par déduction, on peut dire que c'est un phénomène mondial et que les cybercriminels, quels qu'ils soient, d'où ils viennent, profitent évidemment de ce contexte anxiogène pour pouvoir réaliser leurs méfaits. Ensuite, quelle concertation entre les différents pays pour se protéger? Alors, je n'ai pas énormément d'informations sur ce sujet-là, mais ce qui est clair, c'est qu'on a une agence qui est Europol, Interpol, qui coordonne au niveau européen toutes les remontées d'informations et les actions de police et qui permet de pouvoir mener des actions transverses interpays, notamment sur des aspects de fraude liés à la cybercriminalité. Alors, j'ai une autre question. Sortie de crise ou plutôt gestion de crise récurrente, Stop & Go a anticipé sur le moyen terme et long terme jusqu'à potentiellement en 2022, d'après l'étude à Harvard et INSERM. En fait, comme on l'a mentionné, cette sortie de crise, elle est un challenge en tant que tel, mais je dirais que ce n'est pas une gestion de crise récurrente, c'est qu'on va effectivement aujourd'hui avoir une nouvelle situation avec un nouveau périmètre de risque, avec des nouveaux enjeux. Jean l'a mentionné sur des réflexions concernant comment est-ce que les politiques de sécurité informatique vont gérer les outils de mobilité. C'est aussi été mentionné par Yann. On est, du fait de cette crise-là, non pas sur une situation qui va revenir à la normale à l'avant-crise, on va, je pense, être dans une situation où on aura un nouvel état avec des nouveaux périmètres de risque et une nouvelle utilisation des outils de digitalisation. Pour ajouter peut-être par rapport à ça, moi ce que je pense, c'est que comme je le disais un peu tout à l'heure, je pense que la tendance de fond de la digitalisation des entreprises, elle est là, elle était là avant, et je pense que c'est un accélérateur de cette digitalisation. Donc ça va effectivement condenser un certain nombre d'augmentation de risques, mais les scénarios qu'on a vus, qui ont été présentés par Philippe notamment, enfin voilà, le phishing, etc., c'est quelque chose qui existait. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste accéléré et au lieu d'aller à 50 km/h, pendant 3 mois, on sera allé à 400 km/h. Donc on aura avancé beaucoup plus vite dans un certain nombre de process. On va peut-être décider aussi de faire d'autres investissements digitaux pour gagner encore plus en efficacité. Les entreprises vont peut-être faire ça, ou peut-être pour moins dépendre de l'homme et donc du coup en cas de nouveau Covid de plus être dépendant des hommes pour produire, je ne sais pas, mais en tout cas il y aura peut-être des réflexions et des inflexions stratégiques, mais à mon sens qui vont continuer à aller dans le même sens que l'on connaît déjà, qui est effectivement cette digitalisation accrue. Et donc du coup le message que
notamment que l'ANSSI porte très fortement en France et en Europe, c'est de dire attention, voilà, il y a quand même des effets pervers, c'est le revers de la pièce, qui dit qu'effectivement, quand on digitalise, on a aussi un risque qui accroît et il faut gérer ce risque de façon proactive et pas de façon réactive ou pas du tout d'ailleurs. Oui, si je peux compléter, Alors, si je peux juste oui. compléter par rapport à ce point-là, effectivement, c'est ce que nous, on voit au travers de l'adoption des nouveaux usages, hein, que ce soit effectivement la mobilité, le télétravail, le biode ou autre. Cette adoption de nouveaux usages apporte effectivement des opportunités à l'entreprise, ce qu'on peut considérer comme des risques positifs, évidemment, pour accroître la productivité, l'efficacité des entreprises. Mais à contrario, il y a aussi un risque négatif, hein, d'un point de vue cyber, numérique, qu'il faut absolument prendre en compte et mettre dans la balance pour poser réellement le pour et le contre de l'adoption de telle ou de telle technologie. Oui. Et d'ailleurs, Voilà. vous dites il y a des risques négatifs, il y a aussi des risques positifs, c'est-à-dire que le digital amène une meilleure maîtrise de certains autres risques. Ça en crée de nouveaux, mais ça en amène aussi certains à être réduits. Quand il y a plus de petits capteurs, il y a moins d'incendies. Et voilà. Donc, c'est tous ces changements qui sont à prendre en compte. Oui. Alors, des conseils particuliers pour les PME, professions libérales indépendantes, qui souvent se sentent moins concernés que les grands groupes. Alors, ils sont effectivement peut-être moins concernés. On l'a vu, Jean, avec le fait que la pénétration de l'assurance cyber sur ce secteur-là est moindre, alors même que, à la fois du point de vue de leur vulnérabilité et des barrières technologiques, ce sont clairement des enjeux forts pour ces groupes-là. Je crois que moi, du point de vue de l'AMRAE, on ne peut que inciter ces PME à prendre conscience du risque. Je crois que c'est la première des conditions. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a mis comme première étape dans le guide, c'est que cette prise de conscience, elle est à parfaire pour un certain nombre de PME et de professions libérales. Et ensuite, une fois qu'on a pris conscience de ce risque-là, d'adopter un certain nombre de mesures vraiment d'hygiène qui sont indispensables pour que le minimum de sécurité soit mis en place au niveau de leur structure. Et Yann, Jean, peut-être quelques mots supplémentaires ? Oui. Alors, évidemment, le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'aller se rapprocher des guides de l'agence et des bonnes pratiques qui sont émises par l'agence en termes d'hygiène et de sécurité. Ils sont tout à fait abordables et je dirais assez basiques. Ensuite, je sais que nous, au niveau de l'agence, on a également sorti un guide spécifique sur la mobilité et le nomadisme. Et puis se rapprocher aussi d'organismes comme ACIBA, Cybermalveillance, qui produit également aussi des conseils, des recommandations pour les entreprises, PMI, PME, indépendants également. Voilà. Okay. Et par rapport à la production de l'ANSSI, je ne sais pas, c'était il y a déjà quelques années, mais il y avait vraiment un guide, je crois que c'était les 12 règles d'hygiène de base de l'ANSSI, et vraiment qui est calibré pour les PME, qui a été fait pour mettre en place des solutions simples et qui permettent d'avoir, je dirais, le minimum. Oui, absolument, puisque ce guide-là, on l'avait fait en collaboration avec la CPME, donc véritablement ciblé pour les petites et moyennes entreprises, tout à fait. Après un de 40 règles pour les ETI, vous aviez fait plusieurs guides pour s'adapter à la réalité des entreprises. Je me t'affilie. Oui. Au niveau de l'agence, on essaye de cibler un peu large, effectivement, même si le périmètre d'action de l'agence est quelque part bien inscrit et défini de par la loi. Ça n'empêche pas qu'on s'adresse évidemment à l'ensemble de la société et que les productions que l'on pousse, que l'on fait, pour lesquelles on collabore, y compris avec la MAREE, s'adressent évidemment à l'ensemble des sphères professionnelles. Oui. Ok. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous voyez une menace d'une attaque systémique qui arrêterait notre continuité ? Yann ? Assez compliqué à identifier.
J'ai quelques idées, mais je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant que que je les expose ici. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, le risque systémique était effectivement présent dans le risque cyber, et je pense que Jean, tu peux en parler. Effectivement, ça, du point de vue des assureurs, c'est une de leurs vraies inquiétudes de comment est-ce que la souscription du risque cyber est compatible de la gestion de sa dimension systémique. Jean, Ouais, effectivement, je vais partir des assurances pour arriver sur quelque chose de plus générique. Mais d'un point de vue des assureurs, il y a deux craintes des assureurs, deux aspects systémiques. C'est ce que j'appelle effectivement le cumul vertical et horizontal. Le cumul vertical, c'est que un seul événement cyber peut déclencher plusieurs polices d'assurance, une police dommage, une police RCMS, une police cyber, une police fraude. Et le côté horizontal, c'est qu'un seul événement cyber peut déclencher de multiples polices cyber de multiples clients. Et donc, si vous mettez les deux en même temps, ça peut faire un gros boom chez les assureurs. Donc c'est l'analyse des assureurs. Et cette analyse, elle se repose sur quelque chose qui est vrai et qui est l'aspect systémique. Et je pense que Guillaume Poupard le répète relativement fréquemment. Et qu'aujourd'hui, c'est un risque par essence systémique. Et on se rend compte de plus en plus de cet aspect systémique avec l'interconnexion des réseaux, avec aussi, et ça c'est une spécificité de l'informatique, c'est que l'informatique n'aime pas la concurrence. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, sur les data centers, il y a un gros hébergeur mondial, type Amazon Web Services pour ne pas le citer, qui est en train de prendre plus de 50% de part de marché et qui va manger tout le monde. Sur le moteur de recherche, il y en a un seul que vous connaissez qui a 98% de part de marché. Sur toutes les solutions, à chaque fois, il y en a un qui domine. L'informatique n'aime pas, par définition, la concurrence. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, chez les courtiers, il y a plein de concurrence. Chez les assureurs, il y a plein de concurrence. Mais alors, dans l'informatique, non. Et ça crée aussi une superposition de cumul supplémentaire et qui fait que, à la question de Brigitte Boucaud, oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a des sérieuses interrogations sur la résilience de l'informatique mondiale. C'est pas un sujet d'assurance, c'est un sujet étatique, c'est un sujet de risque, c'est un sujet mondial, c'est un sujet global. Et je pense que oui, c'est un vrai risque qui nous préoccupe. Je crois que la France est desservie par Internet par 7 points, 7 hotspots qui relient la France au reste du monde, un peu sur la côte atlantique, un petit peu vers l'Allemagne, etc. Et voilà, et donc ces 7-là, si vous en mettez par terre 3 ou 4, je pense que la France est par terre et je pense que tout le système est relativement perturbé. Donc, je pense que oui, il y a un vrai côté systémique au risque cyber. Alors, j'ai des questions auxquelles on ne pourra pas répondre, du type quel outil de visio chiffré est-ce que l'on recommande? Sincèrement, je ne crois pas qu'on soit en position d'en recommander un. J'ai une question. Si je peux me permettre, Philippe, quand même, je vais jouer mon rôle d'agence étatique. S'il y a bien un outil que nous pouvons recommander, c'est un outil qui est certifié par l'agence CSPN et qui s'appelle Tixeo. Voilà, et qui est référencé sur le site de l'agence en tant que produit certifié. Ok. Bonjour. Avec l'impact économique de la crise, a-t-on idée de l'ampleur de la tension sur les budgets IT et budgets cyber, ampleur des réductions budgétaires? En fait, on a voulu mettre le point là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une tension sur les budgets. Mais, et c'est aussi l'esprit de notre guide, l'investissement dans la sécurité n'est pas un coût, mais c'est bien un investissement de compétitivité. Demain, et on en est convaincu, cette crise, elle va augmenter l'essor de la digitalisation. Et donc, cette augmentation-là, elle doit être accompagnée du fait que ce budget IT, budget cyber, devient un budget stratégique. Et que quelque part, c'est probablement dans les choix qui vont être nécessaires à faire au plus haut niveau, au niveau des entreprises, la présentation de ce budget-là n'est pas un budget de fonctionnement, mais bien un budget de stratégie. Et c'est ce à quoi on doit tous essayer de le promouvoir. Alors, j'ai une question sur quid des astreintes consenties par les salariés, notamment collaborateurs IT, RH, sécurité, restant joignables pendant l'RTT, etc. Le droit à la déconnexion et les risques de surmenage.
Oui, je crois que c'est une bonne question, mais elle est en dehors du risque cyber. C'est aujourd'hui dans l'organisation sécurité des entreprises de gérer effectivement les ressources et de faire en sorte que les mesures de sécurité soient compatibles de ces contraintes-là. Alors, comment le marché de l'assurance prend en compte dans son processus de souscription les résultats d'analyse de risque réalisés par les entreprises avec des méthodes reconnues? Y a-t-il un avantage tarifaire à attendre du marché d'assurance si on déploie ce type d'analyse et qu'on partage tout ou partie de ces résultats avec les assureurs? Jean? J'ai l'impression que c'est pour moi, ça. Alors, je vais commencer par la fin. Y a-t-il un avantage tarifaire? Alors, moi, je voudrais être un petit peu plus large que l'avantage tarifaire par rapport à l'analyse de risque. Je pense que l'analyse de risque, elle est importante pour être sûr qu'on capture effectivement les bons risques, qu'on a les bons risques, qu'on l'on prend en compte, pour adapter les couvertures, pour adapter les limites, pour adapter les franchises, et à la fin, effectivement, pour présenter son risque à l'assureur, son profil de risque. Donc, à votre question, c'est un marché qui est récent, une dizaine d'années en France, et donc du coup qui progresse sur ce chemin-là. Et je parlais du fait qu'on a de moins en moins de questions de sécurité informatique et de plus en plus de questions sur le risque, et c'est quelque chose sur lequel les assureurs sont en train de progresser, les courtiers sont en train de progresser également, et qui est de plus en plus pris en compte. Il y a des initiatives qui sont lancées par certains courtiers, par certains assureurs pour prendre en compte ce genre de choses. Chez nous, ça s'appelle Marche Catalyst, et pour effectivement dire que quand on arrive à des paliers de maturité sur ces EBIOS, NIST, chez les Américains, ISO chez nous, etc., quand on arrive à des paliers de maturité, ça permet effectivement de prouver un certain nombre de choses aux assureurs. Après, je pense que c'est pas, si c'était mature du côté de ces méthodes reconnues, déjà il n'y en aurait qu'une au niveau mondial, et elle serait adoptée par tout le monde, elle serait utilisée par tout le monde. Donc en fait, on est sur un risque mouvant, on est sur une analyse qui est imparfaite, et donc du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à donner la meilleure image de son entreprise aux assureurs. Et il n'y a pas de réponse parfaite aujourd'hui, il n'y a pas de questionnaire magique, il n'y a pas de méthode magique pour pouvoir avoir ça. C'est quelque chose qui est, notamment sur les grands comptes, extrêmement dépendant de l'entreprise, de son organisation IT, est-ce qu'elle est centralisée, décentralisée, de son secteur d'activité, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est encore relativement artisanal, de par les différences entre les entreprises, et qui requiert du jus de crâne, qui requiert effectivement des assureurs formés qui comprennent les risques et qui sont capables de poser les bonnes questions pour se faire leur propre avis de façon qualitative plutôt que quantitative. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore mature. Il nous reste 2 minutes, il reste 2 questions. Je vais essayer d'y répondre rapidement. Donc, la première, c'est une question sur la cyberassurance. Comment peut-on savoir s'il faut mettre absolument en place ce contrat? Quels sont les principaux points à prendre en compte? Alors, je n'ai aucune action chez les assureurs et pourtant, je pense que ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on a exprimé dans le guide avec LNC, c'est que l'analyse de risque, elle est essentielle quoi qu'il arrive, parce que c'est le périmètre de l'exposition de l'entreprise. C'est la clarté sur véritablement le risque que l'entreprise subit et permettre de dimensionner les choix stratégiques sur la façon dont ces risques-là vont être mitigués au mieux des intérêts de l'entreprise. L'assurance, c'est un outil. C'est un outil qui permet de participer à cette gestion de risque. Donc, sans prémunir, c'est se priver d'un outil. Un outil, par contre, c'est quelque chose qu'il faut savoir manier. C'est quelque chose qu'il faut savoir utiliser en connaissance de cause et donc s'appuyer effectivement sur des conseils, sur des courtiers qui vont aider le risk manager dans son argumentation et dans sa stratégie de gestion de risque. La dernière question, c'est sur le double scénario indisponibilité des hommes, pandémie, et indisponibilité du système d'information, cyberattaque d'envergure. Est-il envisagé, est-il identifié par les assureurs? Donc, le double scénario qui combine à la fois une indisponibilité des hommes et du système d'information. Jean?
Je croyais que vous alliez répondre aux deux. Le double c'est un dispositif des hommes, un dispositif du SI. Je ne suis pas sûr, non. Je ne suis pas sûr. Ouais. Je suis assez d'accord. On est sur une phase où effectivement le risque pandémique est pour l'instant quelque chose qui est probablement pas couvert dans le cadre des polices actuelles. Là, par contre, l'indisponibilité du système d'information qui est liée à une cyberattaque d'envergure, elle remplit ces critères-là. Donc, je dirais qu'on n'a pas besoin d'avoir un double scénario. On va se limiter effectivement à identifier cette exposition-là, cette attaque-là, et ces impacts qui sont directement liés à cet événement. Et c'est ça qui va être envisagé et qui va être couvert par les assureurs. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Je crois qu'on était à plus de 150 participants. Je vous remercie beaucoup. Je remercie vraiment Jean et Yann pour leur participation, leur disponibilité, le travail qui a été accompli dans un temps réduit. Merci aussi à Hubert, à Fred Jean pour leur support. J'espère que ce webinaire vous a plu. N'hésitez pas à nous donner des feedbacks par rapport à ce que nous avons présenté. Je pense que la présentation qu'on vous a faite sera disponible sur le site et sera disponible pour les participants de ce webinaire-là. Donc, merci à tous et puis à bientôt. Merci, bon courage à tous. Au revoir.